difficile après cette longue journée d'essayer de voir un peu est-ce qu'il y a quelque chose de commun finalement entre tous ces mouvements. Et c'est vrai qu'on devine en même temps les lignes parfois un peu communes, et puis aussi tout le monde a beaucoup insisté sur le fait que dans chaque pays c'est évidemment différent. Je dirais même dans chaque ville c'est différent, le mouvement est toujours assez très, très variable. En même temps, il y a bien sûr aussi quelques pays dont on n'a pas parlé où il y a des mouvements intéressants. Je pense par exemple au Chili ou à la Colombie avec des mouvements étudiants. Il y a aussi un mouvement pour la paix au Mexique, très créatif, assez global, dont on a pu parler. Enfin, il y a pas mal de mouvements partout. C'est un panorama très large qu'on a entendu cet après-midi. Évidemment, je ne vais pas revenir sur toutes les dimensions. J'aimerais juste souligner quelques éléments d'analyse du potentiel qui me semblent importants, mais aussi la limite de ces mouvements autour de 4 aspects. Le premier, c'est le niveau d'action. Est-ce qu'on peut parler d'un mouvement global alors que tout cela a quand même l'air très différent? Et puis ensuite, 3 dimensions de mouvement qui sont l'aspect réactif. C'est un mouvement qui semble être une réaction à des crises, qui peuvent être des crises électorales ou une crise économique, sociale. C'est un mouvement donc réactif, premièrement, créatif, avec beaucoup d'expérimentation, beaucoup de créativité des gens, l'aspect subjectif qui a été souligné plusieurs fois. Et puis c'est un mouvement profondément démocratique, qui est sans doute une des caractéristiques qui est revenue plus profondément. Et donc j'aimerais un peu souligner quelques potentiels et quelques limites à chacun de ces niveaux. Premièrement, est-ce qu'on peut parler d'un mouvement global? Je l'ai dit, c'est très différent dans chaque pays, il ne faut pas aller trop vite, et en même temps, il y a quand même quelque chose de commun. Ici, moi, ce qui me marque un peu, ma question plutôt, c'est de voir comment il y a certaines choses qui sont assez globales et d'autres beaucoup moins. Et là, on peut faire quand même on peut voir par exemple comment il y a des logiques à peu près similaires dans tous les pays, des logiques politiques, on l'a souligné, électorales, des relations complexes avec le système électoral, des logiques aussi de justice sociale qui sont très importantes partout, qui sont parfois plus importantes dans un pays que dans d'autres, mais en fait des logiques semblables qui sont présentes. Mais si on parle d'un mouvement global ou quelque chose de commun, je pense qu'il faut au moins parler à 3 niveaux. Le répertoire d'action, et là on a déjà souligné la forte circulation du répertoire d'action, c'est assez fantastique de voir ces campements par exemple, qui c'est déjà il y a quelques années très semblable aux campements intermondialistes et puis contre le changement climatique et qui sont retransformés et amplifiés aujourd'hui. Donc le répertoire d'action, j'y reviendrai, qui est assez international. Les mobilisations, par contre, elles sont très nationales, voire locales, bien plus encore qu'avant je dirais. Et puis certaines significations qui elles ont une portée globale, donc ça c'est pour l'aspect global, national. Les répertoires d'action, je le disais, il y a les campements par exemple, mais il y a aussi la manière d'organiser l'assemblée, il y a le côté anti-leader, et puis l'engagement performatif qui existait déjà dans d'autres mouvements et qui s'est assez vite répandu. L'engagement performatif, c'est l'idée qu'on va mettre en œuvre les valeurs qu'on défend dans son engagement quotidien. On a parlé beaucoup de la place Tariq, en sachant que certains Égyptiens ont été en Serbie pour apprendre certains éléments de leurs mouvements sociaux. Donc on passe de la Serbie vers l'Égypte, ensuite ça arrive en Espagne, c'est une espèce de nouveau départ en Europe. Ça arrive à Wall Street, et donc là, tout d'un coup, les Anglais et les Américains redécouvrent un mouvement et en refont quelque chose. Et donc, c'est quand même extraordinaire d'avoir un mouvement qui se répand si vite. En plus, ça vient quand même plutôt de l'Égypte, et donc, on n'a pas trop l'habitude de voir que ça va plutôt dans ce sens-là. C'est tout à fait intéressant et très international. Par contre, les mobilisations, je suis vraiment surpris de voir des cadres nationaux aussi importants. Les Grecs se mobilisent depuis des années, et tout le monde s'en fout, personne ne bouge, et au contraire, les Allemands sont plutôt contre. Ensuite, les Anglais, ils font quelques manifestations contre les coupes budgétaires, et tous les autres Européens, on ne bouge pas. Et puis les Espagnols, et puis là, après les Espagnols, on bouge un petit peu, mais on voit quand même que ça reste très espagnol ou très français. Il y a bien sûr une ou deux marches vers Bruxelles, notamment les alignés, avec très peu de monde qui sont arrivés à Paris, et puis j'imagine un petit peu moins à Bruxelles. C'est quand même très différent de ce qu'on voyait il y a 15 ans, il y a 10 ans. Il y a 15 ans, il y avait beaucoup de marches contre le chômage qui traversaient l'Europe et qui arrivaient à Bruxelles avec des milliers de chômeurs. Et puis on a eu pendant quelques années quand même des forums sociaux européens qui rassemblaient des dizaines de milliers de personnes. On n'a plus cette dimension européenne aussi forte, en tout cas ici. Je pense que c'est intéressant de souligner cet aspect-là aussi. Par contre, là où le mouvement me semble le plus intéressant, c'est sans doute au niveau de ses significations, et qui elles sont profondément globales. On parle, bien sûr, il y a des enjeux nationaux qui sont chaque fois qui sont importants dans tous les pays. En même temps, il y a, je parlerai plutôt moins des mouvements indignés plutôt que des révoltes arabes. Je serais Didier et d'autres spécialistes voir si c'est pertinent aussi, mais il y a dans beaucoup de mouvements quand même un niveau très global, qui est aussi parfois paradoxal. Bien sûr, il n'y a personne, ou pas grand monde, au G20 à Cannes, alors que tous les alignés et tout le monde voulait bouger là-bas. Ils se retrouvent à 10 000 personnes, c'est quand même pas fantastique. Mais en même temps, il y a quand même aussi un apprentissage global. On parle beaucoup de la crise globale, on parle de toute série d'éléments, donc là c'est
au niveau des simplifications, il y a quelques éléments, notamment dans les 3 dimensions que je vais rapidement passer en revue. Donc l'aspect réactif, créatif et démocratique de ce mouvement. Au niveau de l'aspect réactif, je le disais, c'est un mouvement qui réagit à une crise. Et on voit bien qu'il est assez peu puissant là où la crise n'est pas très forte, dans la plupart des cas. Il y a sans doute des exceptions. En même temps, il faut quand même dire que réagir à la crise, c'est fondamental. On peut même s'étonner qu'il n'y a pas eu de grosse réaction plus tôt. Il a vraiment fallu 2 ans entre la chute de Lehman Brothers et quelques mouvements les alignés à New York. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Surtout que l'espoir de changer les choses par la crise, on voit bien que ça ne marche pas très fort, alors que tous les courants, même beaucoup d'activistes et beaucoup de sociologues, pensaient qu'il fallait une crise pour changer les choses. Je pense qu'on a vu que c'est faux. La crise peut aider au changement, mais ce qui peut changer les choses, ce sont les acteurs qui arrivent à donner un sens à une crise, qui arrivent à transformer la crise en quelque chose de différent, parfois à s'appuyer sur la crise, même pour aller vers autre chose. La crise en tant que telle n'apporte pas le changement dans le sens qu'espéraient en tout cas les altermondialistes il y a quelques années. Les altermondialistes n'ont pas pu faire grand chose jusqu'à présent. Et donc c'est là, je crois, à mon avis, l'aspect le plus intéressant dans ces mouvements, c'est qu'ils arrivent à donner un sens, un récit, une vision du monde qui est très différente de ce qu'on voit partout dans tous les journaux, et notamment en s'appuyant sur les médias. C'est important, les médias, les nouveaux médias, mais aussi les médias traditionnels, donc je pense que c'est très bien qu'on a pu souligner l'importance des télévisions aussi dans tous ces aspects-là, avec une grande attention médiatique de ce mouvement qui relaie ce message. Ils sont moins intéressés au nombre, qui est quand même souvent très limité. En Angleterre, on parle sans cesse de l'occupation de Londres, et on parle de 300 personnes, et pourtant ça fait des grandes vagues médiatiques, notamment parce que c'est ce message qui est quand même fondamental et qui a une portée très forte. Un message qui offre un autre récit en disant que le problème ce sont les inégalités, que les inégalités sont telles que ça entrave la liberté, c'est l'idée de 99%, c'est 1% qui dirige tout ça et qui empêche la liberté des autres. C'est l'idée que le secteur financier est à la base de la crise et plus que les travailleurs. Tout ce message est central et il a un écho médiatique, un écho de la population incroyable par rapport à la population limitée. L'Espagne est une exception, la Grèce aussi, et les pays arabes c'est autre chose, mais enfin, je prends le cas de la France, où je parle quand même beaucoup. L'Angleterre, je le disais, 200 à 300 personnes autour de la cathédrale Saint-Paul, j'ai eu l'occasion d'y aller quelques fois. Et pourtant, pour la première fois, le Financial Times, qui n'est quand même pas spécialement antimondialiste progressiste, fait un édito sur le mouvement le 24 octobre. La même semaine, The Economist fait la même chose le 29 octobre. 2 éditoriaux qui soulignent que les mouvements ont quand même raison. On ne peut pas continuer avec les inégalités comme le business as usual. On ne peut pas continuer comme si rien n'était à amplifier ces inégalités. Donc un impact considérable du mouvement qui sont donc liés à ce message très fort. Il faut souligner l'importance de ça. D'un côté, c'est une faiblesse, un mouvement qui réagit à une crise et qui semble avoir du mal à se développer là où il n'y a pas de crise sociale plus forte. Par contre, il réagit à une crise et il n'y a pas eu de réaction auparavant, il réagit de manière plus créative, ce qui m'amène au deuxième aspect. Ce n'est pas uniquement un mouvement réactif, c'est clairement aussi un mouvement créatif. Avec une créativité assez exceptionnelle, on l'a encore vu dans les slogans, dans le bien exposé, on insiste beaucoup sur la subjectivité, on parlait de la musique tout à l'heure aussi, des chants, enfin, il y a tous ces aspects très subjectifs, très créatifs dans les mouvements, une expérimentation dans les pratiques. Et donc je crois que cette expérimentation dans les mouvements sociaux, ça a été dit par plusieurs intervenants, est vraiment importante aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on n'a pas trop d'idées du changement social, ceux qui avaient l'espoir dans la crise pour améliorer les choses, ça n'a pas changé grand-chose, je l'ai dit. Ceux qui avaient l'espoir qu'Obama allait transformer l'Amérique et le monde sont certainement déçus, sans aucun doute. Et donc, ceux qui pensaient que le discours de G20, qui allait s'attaquer aux paradis fiscaux, allait se mettre en pratique, sont tout aussi déçus. Donc, comment est-ce qu'on change les choses? On n'a pas trop d'idées. Et une des manières d'y penser, c'est d'aller voir plus près pour ces mouvements sociaux très créatifs. On peut parler. Le terme de mouvement social n'est sans doute pas mauvais pour tout, mais plutôt de mouvement d'expérience. Je pense que c'est important dans beaucoup de mouvements, avec un aspect périphérique très important, avec des espaces sociaux, les espaces d'expérience qui sont construits en dehors de la société. Et là, Ron Emmerich l'expliquait bien, ils ont presque l'impression de construire un autre monde dans un petit espace. Et avec l'espace de subjectivation, l'effort déployé par les individus pour devenir acteurs de leur vie et de leur monde est assez fantastique dans ce contexte où on a l'impression qu'on est tellement dépassé par la crise. Mais cet aspect créatif a aussi son autre côté, c'est l'aspect très sporadique. Qu'est-ce qu'il reste de tout ça après, quand on a vécu une expérience aussi intense pendant quelques mois, quand le campement est finalement démonté, qu'est-ce qu'il en reste? Et là, on peut quand même voir du côté des mouvements récents. Il n'y a pas longtemps, le mouvement Viola en italien, mettait 1 million de personnes dans les rues. 2 ans plus tard, qui en parle? Qui s'en rappelle? On a l'impression que ça a presque disparu. Ça a commencé avec Facebook, etc. Et hop, c'est parti à peu près aussi vite que c'est arrivé. Et on peut dire à peu près la même chose sur les jeunes altermondialistes. Où est-ce qu'ils sont tous passés quand il y a eu la crise? Ils faisaient des campements extraordinaires il y a 10 ans, même pas, il y a 7-8 ans.
où sont-ils? Donc il y a quand même l'aspect sporadique aussi ici qui pose question, qui est un peu l'autre facette de cette créativité, de cette adéviation très forte des mouvements, en tout cas en Inde. Et puis finalement, le dernier aspect, le mouvement démocratique, profondément démocratique, un mouvement citoyen, c'était souligné par tout le monde, un mouvement qui dépasse les revendications contre la démocratie électorale, contre les problèmes électoraux, on l'a dit pour les pays arabes et pour l'Iran. C'est un mouvement qui ne veut pas seulement la démocratie à la française, sans doute c'est un mouvement qui veut aller plus loin que ça, et qui lie clairement la démocratie à l'égalité, avec le fait que l'inégalité est telle qu'on ne peut plus, la démocratie pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il s'appuie aussi sur Internet pour ces débats-là, on en a parlé un petit peu, mais sans doute ça vaut la peine d'y revenir un peu plus. Et je dirais qu'il y a trois formes ici d'expérimentation démocratique, une mise en œuvre par les pratiques, qui est quand même assez extraordinaire. J'ai vu des assemblées de 300 personnes qui en 3 quarts d'heure décidaient de quelque chose. Alors, Juan Enrique a d'autres expériences où on voit bien que ça ne va pas très loin, on en parle beaucoup et puis ça mène à rien. Mais parfois, on voit quand même aussi que les gens arrivent à parler entre eux alors qu'ils ne se connaissaient pas. Ce dialogue entre une punk et un avocat, je pense que ça fait quand même partie de l'expérimentation démocratique qui est intéressante. Deuxième aspect, c'est la contre-démocratie, en ballon. Une vigilance citoyenne face aux élites politiques. C'est un aspect démocratique essentiel dans le monde d'aujourd'hui, dans une modernité, je ne sais pas modernité, mais enfin réflexive certainement. Et puis, il y a aussi le troisième aspect, c'est le lien très problématique avec la démocratie représentative. Et là, on tourne un peu en rond, en tout cas on ne s'en sort pas très bien. Il y a en même temps l'intérêt de ne pas recréer un parti comme les autres, parce que sinon ça décrédibilise le mouvement. Un mouvement qui est profondément citoyen et pas politique, et donc on ne peut pas se jeter dans la campagne électorale comme les autres. Et en même temps, avoir un impact sur le politique, ça reste quand même important. Et bien sûr, ce mouvement a un impact sur le politique. Il y a par exemple un très bon texte de Naomi Klein qui analyse comment le mouvement Occupy Wall Street aurait eu un impact sur cette décision un petit peu plus écologique, il faut aller jusque-là d'Obama, mais enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il a un impact parce qu'il a un impact sur la population, il a un impact sur les médias, donc il y a quelque chose qui pèse sur le politique. En même temps, ça pose des problèmes, et là, l'intervention de Didier était vraiment très intéressante quand il nous parle de ces visées stratégiques des différentes composantes du mouvement marocain. Oui, on va tous ensemble dans la rue, mais après quoi? Et après, est-ce qu'il n'y a pas, comme d'autres intervenants le disaient, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mouvements sociaux qui profitent de cette révolte, qui profitent de ce large mouvement et qui ensuite deviennent des mouvements politiques, enfin, des acteurs politiques qui profitent de ces mouvements sociaux et ces mobilisations? Une autre question, quel lien avec ces acteurs politiques? Et puis une question fondamentale quand même, dans quelle mesure est-ce que les alignés espagnols ont contribué à la victoire du Parti populaire? Est-ce que ce ne sont pas des mouvements qui arrivent à une certaine désertion de certains acteurs de la politique électorale, de la démocratie électorale? Et ça pose des vrais problèmes, parce qu'en même temps, c'est une réaction contre la démocratie sans choix, qu'on peut dire avec des partis politiques de gauche et de droite qui présentent des projets très similaires. Quand on voit la politique de certains Espagnols, quand on voit certaines politiques d'Obama, c'est pas le Tea Party, mais... donc c'est une réaction à la démocratie sans choix, donc on comprend pourquoi ils sont révoltés contre cette démocratie représentative. En même temps, la démocratie représentative reste une pierre essentielle de notre système actuel. Et est-ce que quand on sort de cette... quand on ne va pas aux urnes, quand on ne va pas voter, est-ce que ce n'est pas laisser le champ libre aux adversaires politiques? Et donc là, il y a des questions qui sont sans doute sans solution, et sans doute un dilemme, comme l'a souligné notamment Habermas, entre les processus de formation d'une opinion, pour lesquels ces mouvements semblent très productifs, très efficaces, et les processus de formation d'une volonté collective, pour lesquels ça pose davantage de problèmes. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je m'arrêterai là en soulignant donc le fait que chacune de ces limites, c'est finalement aussi l'autre face d'une dimension qui fait toute la force de ce mouvement.